Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Alors j'espère que tout le monde nous entend. N'hésitez pas à nous dire bonjour dans le chat pour nous confirmer que vous nous entendez bien. Merci Cindy. On va juste attendre 2-3 minutes le temps que tout le monde se connecte. On attend pas mal de monde ce matin. Donc on va juste laisser le temps aux personnes de se connecter avant de commencer. Je vois le nombre de participants qui augmente. On va se laisser encore 2 minutes. Donc, si vous voulez aller vous chercher un verre d'eau par cette chaleur, vous avez le temps. Et puis, on commencera dans 2 minutes. Ouais, je vois encore des personnes qui se connectent. Merci pour votre patience. On va bientôt commencer. On a dépassé les 55 participants. On va laisser encore quelques secondes pour les derniers arrivants, puisqu'on attend encore du monde. Et puis, pour ceux qui n'auront pas pu se connecter, ils pourront accéder à notre replay après l'événement. Alors, nous allons commencer. Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue à notre webinaire sur les évolutions réglementaires du marché carbone et leur impact pour les industriels en France. Alors, nous allons passer 1 heure ensemble avec d'abord une présentation d'une 40aine de minutes de Sylvaine Kanja, qui est experte carbone chez nous, chez Carbon Loop, et Christophe Droguer du cabinet Atlas Public Affairs. On passera les 15 dernières minutes qui seront dédiées à une session Q&A afin de répondre à vos questions. Donc, vous allez pouvoir poser vos questions tout au long de la présentation. En bas à droite de votre écran, vous avez un onglet qui s'appelle « Questions ». Donc, merci de bien poser vos questions dans cet onglet. Ça nous permettra de les préparer pour la session Q&A après la présentation. Et vous verrez, vous avez aussi un onglet chat. Donc, n'hésitez pas à réagir dans cet onglet, à nous dire bonjour pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Voilà, mais merci de bien poser vos questions dans l'onglet questions. Voilà, on est plus de 65 participants maintenant, donc on est très heureux de passer ce moment avec vous. Alors, un petit peu d'informations sur le programme de la présentation.
On va d'abord parler en fait des réglementations qui incitent les industriels à réduire leurs émissions. Ensuite, nous vous parlerons du développement de normes autour de la compensation carbone volontaire. Et enfin, nous passerons quelques minutes pour vous parler de la solution Carbon Loop et comment elle pourrait vous aider à réduire et à compenser vos émissions de gaz à effet de serre. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Sylvaine et je vous souhaite un très bon webinaire. T'as coupé ? Merci beaucoup Delphine. Donc en effet, aujourd'hui, on va d'abord parler des réglementations autour de la décarbonation. On sait tous qu'on est face à un constat réel par rapport au changement climatique et notamment aussi l'atteinte de 6 des 9 limites planétaires qu'on a. Donc il n'y a plus de question d'attente avant de devoir agir. Et on peut noter notamment un réel, on va dire, moment clé de l'histoire en termes d'engagement climatique. C'était en 2015, lors de l'accord de Paris, où de nombreux États se sont engagés à pouvoir réduire leurs émissions de gaz à effet de serre avec diverses ambitions, mais en objectif commun de ne pas augmenter de plus de 1,5 degré la hausse de la température mondiale sur Terre d'ici à 2100. Et pour y arriver, il est nécessaire d'atteindre ce qu'on appelle un état d'équilibre entre nos émissions de gaz à effet de serre et nos absorptions à 2050. C'est le net zéro, ou ici, comme on peut le voir, le zéro émission nette en France. Cette obligation, on va dire nécessité, a aussi été explicitée par le GIEC, donc ce fameux groupe d'experts qu'on appelle le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui regroupe toute la littérature scientifique par rapport au changement climatique et fournit des avis et les niveaux de certitude concernant les futures conséquences sur le réchauffement. Donc dès 2015, la France a pris un engagement et a inscrit son engagement dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte et produit sa première feuille de route de décarbonation qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone, comprenant des objectifs de neutralité à 2050 et des objectifs court terme qu'on appelle les budgets carbone, qui sont du coup révisés chaque année. Donc on peut bien voir que cette stratégie nationale se dessine avec une trajectoire de réduction au départ qui était plutôt en moyenne de 3,3% par an de réduction entre 2024 et 2028, et elle devrait augmenter aussi sa trajectoire de réduction avec une réduction plus ambitieuse à 4% à partir de 2029. Elle comprend aussi ce qu'on appelle une trajectoire de puits de carbone, donc c'est le graphe vert qu'on peut voir ici représenté par les puits de gaz à effet de serre, qui permettra celle-ci d'éliminer en partie les émissions du territoire. Toutefois, je vous rappelle quand même que miser seulement sur les absorptions, comme ça a pu être le cas il y a quelques années par certaines entreprises, ce n'est pas envisageable. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les émissions mondiales de gaz à effet de serre, elles sont d'environ 40 gigatonnes de gaz à effet de serre par an, avec un potentiel maximum d'absorption mondiale par an à maximum environ 20 gigatonnes. Donc, on est quand même sur un rapport x2 entre les émissions et les absorptions. Donc, on est bien obligé à un moment donné de devoir faire ce premier levier d'action qui est une réduction ambitieuse de nos émissions. Donc, comme j'expliquais, ces budgets carbone sont révisés tous les 4 ans et la prochaine révision est prévue cet été avec des premiers éléments qui ont été présentés par notre Première ministre, Madame Elisabeth Borne, en mai dernier, avec notamment des sujets clés comme une future répartition des budgets carbone par secteur, donc vraiment pour viser de plus en plus chaque secteur en termes de réduction de gaz à effet de serre, mais aussi l'arrivée d'une future réglementation et l'introduction, pour la première fois, d'une loi commune entre une planification énergie et climat qui va vraiment être clé sur les prochaines années. Cette loi s'appellera la loi de programmation énergie-climat. En effet, précédemment, par rapport au plan d'investissement énergétique, on avait la programmation pluriannuelle de l'énergie qui traitait en effet de façon sous-jacente le climat, mais jamais ces deux sujets de façon simultanée et impliqués de façon simultanée. Donc, cette loi va vraiment permettre de transposer les objectifs européens dont nous parlerons juste après. Ensuite, concernant l'impact direct sur une industrie, on sait qu'avec l'entrée en vigueur de la loi climat et résilience, les industries doivent aussi présenter désormais des feuilles de route similaires et obligatoires qui vont répondre à cette fameuse stratégie nationale bas carbone. Car on le rappelle, aujourd'hui, une industrie, c'est quand même 19% des émissions de gaz à effet de serre françaises, soit environ 78 millions de tonnes de CO2 équivalent, donc de gaz à effet de serre, en 2020. Donc, on a aujourd'hui des demandes vraiment de plus en plus pressantes et de plus en plus spécifiques pour les industriels. Et à cela, on témoigne notamment 2 événements clés qui ont été en 2022, qui ont vu le jour en 2022, avec en premier lieu l'intervention du président Emmanuel Macron en novembre dernier,
qui a demandé aux 50 sites industriels les plus émetteurs de diviser par 2 leurs émissions d'ici 10 ans. Un autre événement important était à l'été la création du secrétariat général à la planification écologique, qui est rattaché directement sous le Premier ministre et qui a vraiment pour vocation de piloter cette future loi de programmation énergie-climat, mais aussi d'intégrer tous les enjeux climat au sein des ministères. Donc les industries, toutes les entreprises sont en effet du coup poussées à agir de plus en plus, mais elles ne sont pas démunies. On a aujourd'hui beaucoup d'incitations, mais aussi de financements qui sont prévus pour les industriels, notamment avec le plan France 2030, avec des moyens sans précédent qui ont été prévus, dont par exemple 54 milliards d'euros prévus pour la transformation de l'économie française et 5 milliards spécifiquement pour la décarbonation de l'industrie et le soutien à des technologies de rupture pour la décarbonation, dont par exemple l'hydrogène renouvelable, l'électrification des procédés, la capture de carbone et son stockage ou la biomasse. Par ailleurs, un autre volet législatif a vu jour ces derniers mois et est en cours d'examen. Celui-ci devrait apporter un soutien supplémentaire aux industries et vraiment leur permettre aussi d'agir sur leur décarbonation. C'est le projet de loi Industrie verte et je vais laisser du coup Christophe Droguer introduire cette initiative. Oui, alors comme le disait Sylvaine, effectivement, le gouvernement a présenté en mai une nouvelle stratégie pour l'industrie verte. Il faut savoir qu'en fait, l'idée de cette stratégie industrie verte va être déclinée dans plusieurs lois, aussi pour des raisons constitutionnelles, puisque les mesures liées au financement doivent être examinées uniquement en projet de loi de finances. Donc, l'idée principale à retenir, c'est que dans cette nouvelle méthode, l'objectif de la planification écologique est de la décliner, l'ensemble des objectifs, secteur par secteur, territoire par territoire. Et donc, on a un pack, on va dire, de lois. Donc, on a eu la loi d'accélération sur les énergies renouvelables, le projet de loi Industrie verte qu'on va un petit peu plus détailler, le projet de loi de finances 2024 qui déclinera les mesures de financement, et puis, bien évidemment, le projet de programmation énergie-climat. Alors, peut-être une petite remarque de fond. Il ne nous a pas échappé que la situation politique était un petit peu compliquée au Parlement pour l'adoption des lois. Et donc, il y a une stratégie qu'on a vu se dessiner lors de sur le projet de loi de l'accélération des énergies renouvelables, qu'on retrouve dans le texte Industrie verte et qu'on retrouvera certainement dans d'autres textes. C'est que les projets de loi sont... je dirais pas creux, mais disons, donne des grandes orientations et laisse à la partie réglementaire, donc décrets et arrêtés, l'essentiel de la mise en œuvre des mesures. Ça implique que en matière d'influence et de lobbying, il faut avoir en tête évidemment bien intervenir auprès des cabinets et des parlementaires pour le projet de loi, mais surtout de continuer à avoir un dialogue constant avec l'administration, les administrations, qui seront en charge de rédiger l'ensemble des volets réglementaires de ces lois, sachant que c'est dans ce volet réglementaire que les principales applications arriveront. Alors, pour revenir sur le projet de loi Industrie verte, il y a 3 grands objectifs. Faciliter et accélérer l'implantation des sites industriels en France, avec des mesures d'anticipation, de procédures, d'accélération, notamment pour des projets qui seront favorables au développement durable et éventuellement intérêt national majeur. Donc ça sera essentiellement dans la loi qui va être bientôt examiné sur l'industrie verte. Tout un volet financement qui sera décliné dans le projet de loi de finances pour 2024 à l'automne, avec le crédit d'impôt, investissement industrie verte et des subventions à la décarbonation. Donc, on pourra éventuellement vous préciser, si vous le souhaitez, ces différentes mesures. Et enfin, le verdissement de la commande publique, qui est aussi une nouveauté dans ce projet de loi. Ajouter quand même une notion importante qui est venue se greffer et qui est liée à cette stratégie industrie verte, c'est la notion de souveraineté. Donc la notion de souveraineté qu'on décline à la fois dans la souveraineté énergétique, mais aussi dans la souveraineté industrielle, c'est évidemment le fruit des leçons tirées à la fois de la crise Covid et de la guerre en Ukraine, mais aussi, et ça tombe bien, de pouvoir relocaliser certaines industries et ensuite, avec ces relocalisations, avoir une empreinte carbone plus favorable.
Merci beaucoup, Christophe. Donc, nous avons vu tous les engagements de la France concernant sa neutralité, mais il faut aussi se rappeler que l'Union européenne a aussi acté son engagement lors de l'accord de Paris, avec pour objectif d'être le premier continent neutre en carbone d'ici à 2050. Et pour ce faire, elle avait intégré, comme la feuille de route française, une feuille de route européenne qui est le paquet législatif Fit for 55 pour concrétiser son ambition justement de neutralité. Dès 2019, on a eu des engagements aussi concrets avec l'intégration de leur plan global, qui est le Pacte vert ou le Green Deal, comme on connaît, qui a permis aussi de lancer ce plan. Et par la suite, en 2021, cet engagement politique a été transformé en obligation contraignante pour les États membres avec la loi européenne sur le climat, qui a été votée le 24 juin 2021 et qui a fixé notamment les objectifs clés de réduction, dont l'objectif de 55% de réduction à 2030 par rapport au niveau de 1990, celui-là même qui est retranscrit dans le paquet Fit for 55. Donc, ce paquet législatif comprend différentes mesures afin de pouvoir accélérer la décarbonation et répondre à l'objectif de neutralité. Et l'un des principaux instruments est ce qu'on appelle le système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne. C'est un système, du coup, qui couvre uniquement certains sites industriels les plus polluants et qui vise justement à faire une réduction linéaire. Donc, elle incite chaque année tous ces sites à devoir réduire leurs émissions associées aux activités polluantes. Ces sites sont incités au moyen d'un marché obligataire de quotas carbone qui sont échangés entre les différents acteurs. L'idée est qu'en effet, que certains ont ces quotas carbone qui sont équivalents du coup à 1 tonne de gaz à effet de serre. Les entreprises qui vont dépasser les seuils d'émissions par secteur qui sont définis vont devoir acquérir des quotas carbone pour respecter du coup les seuils d'émissions, donc avoir autant de quotas carbone que d'émissions chaque année. Tandis que celles qui ont déjà réduit leurs émissions et lancé leur trajectoire de décarbonation pourront se permettre de revendre les quotas qu'elles ont qui sont en dessous des seuils afin du coup de créer ce fameux échange. Pour renforcer ce dispositif et tenter justement d'amener beaucoup plus de solutions, en début 2023, le Parlement a adopté 5 textes réglementaires qui vont permettre de réformer ce système d'échange. Et on a notamment plusieurs changements majeurs qui vont être mis en place, dont par exemple, tout d'abord, la rehausse des objectifs de réduction. Jusqu'à là, on parlait d'objectifs de 43% de réduction par rapport au secteur couvert par le système ETS, par rapport au niveau de 2005. Il a été rehaussé à 62% d'ici à 2030, tout ça justement pour rester sur la trajectoire de décarbonation, pour vraiment atteindre la neutralité à 2050 et les fameux 55% de réduction pour toute l'Union européenne à 2030. Un autre changement est l'élargissement des secteurs qui sont couverts. Actuellement, aujourd'hui, les différents secteurs couverts par le système d'échange sont les secteurs de production d'électricité et de chaleur, ainsi que les industries à forte intensité énergétique, comme l'acier, le papier, le verre, le ciment ou la céramique. Et plus tard, nous avions eu l'aviation commerciale. Désormais, à partir de 2023, on a le secteur maritime qui est inclus dans le système d'échange. Et un autre système distinct d'échange va aussi voir le jour à partir de 2026, qui va concerner le transport routier et le bâtiment. Une autre mesure très importante qui va changer la donne sur ce système d'échange sera la fin des quotas gratuits qui sont distribués aujourd'hui pour certains sites industriels au sein du système d'échange. Celle-ci a été actée à partir de 2034. Toutefois, un autre mécanisme devrait a priori rentrer de façon progressive à partir de 2026 jusqu'à 2034 pour essayer justement de pallier à ce manque de compétitivité entre les entreprises européennes, donc ces sites qui sont soumis à une décarbonation et donc à un investissement fort par rapport à des solutions alternatives, et les entreprises non européennes qui peuvent du coup émettre et avoir des produits fortement carbonés. Donc l'idée avec ce mécanisme, donc le mécanisme d'ajustement aux frontières, sera de tenter d'avoir du coup une taxation des produits importés hors Europe sous réserve qu'ils ont du coup des émissions carbonées supérieures au seuil défini pour chaque secteur. Enfin, la dernière mesure consiste aussi à des solutions de financement additionnelles. Jusqu'à là, on avait 2 fonds dédiés justement à la décarbonation, qui étaient le fonds de modernisation et le fonds d'innovation.
Et on a un troisième fonds qui va arriver, qui est du coup le fonds social pour le climat, qui sera dédié pour les secteurs du bâtiment et du transport routier, mais qui va vraiment pouvoir aider justement à faire cette transition. Donc, on a vu ce fameux instrument du coup de réduction qui est le marché des quotas carbone, mais ce n'est pas le seul instrument dont dispose l'Union européenne au sein du package First 55. On peut noter par exemple un autre instrument qui va du coup être pour toutes les entreprises et pas uniquement les sites industriels les plus émetteurs. Et on parle notamment par exemple de la taxonomie verte, qui est une solution de fléchage spécifique pour les investissements afin vraiment d'orienter les financements vers des produits et des services plus vertueux. Elle a été introduite pour la première fois en 2020 et va entrer en vigueur en partie en 2022. Donc, comme j'expliquais, c'est un système de classification qui va vraiment tenter de recenser toutes les activités économiques et de présenter pour chacune d'elles quelle serait leur contribution significative à l'environnement parmi 6 objectifs différents, dont le premier qui a été justement acté dès 2022 est l'atténuation du changement climatique, donc le fait de devoir amener une réduction des émissions de gaz à effet de serre sur un produit ou un service. On a d'autres objectifs comme par exemple l'adaptation au changement climatique, l'utilisation durable des ressources aquatiques ou marines, ou la transition vers une économie circulaire, la prévention et le contrôle de la pollution, et enfin la protection de la biodiversité et la restauration des écosystèmes. Par ailleurs, une autre directive qui fait aussi partie du coup de l'instrument de l'Union européenne, et en lien très fort avec cette taxonomie, parce qu'on exige du coup davantage de transparence et d'engagement pour justement avoir des meilleurs fléchages sur les investissements des entreprises. On parle ici du regard en fait de la performance des entreprises en matière de responsabilité sociétale. Bonjour à tous, on a eu un petit problème de connexion, le Wi-Fi, nous avons perdu le Wi-Fi, donc je viens de me reconnecter. Je vois qu'il y a eu quelques commentaires. Donc, Sylvaine et Christophe sont en train de se reconnecter. Les joies de la technique. Donc, désolée pour cette petite pause. On va reprendre. J'attends juste que Sylvaine et Christophe se reconnectent. Merci. Bonjour. Oui, Sylvaine est en train de régler les derniers petits détails techniques et puis ils vont reprendre la présentation. Je pense que Sylvaine va pouvoir revenir sur les dispositifs de la CSRD et de la taxonomie verte, parce que je ne suis pas sûre que vous ayez tous entendu. Heureusement, on a encore du temps. Voilà. Est-ce que vous m'entendez tous? Désolée pour ce contretemps. On va reprendre du coup, je vais peut-être refaire déjà un peu tout un... Super, merci beaucoup. Je vais reprendre du coup sur la partie d'abord de la taxonomie verte rapidement, puis la CSRD. Je laisserai Christophe ajouter peut-être quelques précisions. Donc, pour rappel, du coup, la taxonomie verte, c'est une autre solution de fléchage des investissements pour orienter vraiment les financements vers des produits et des services plus décarbonés. C'est un autre instrument, du coup, de la Commission qui permet réellement de faire, du coup, d'acter, en fait, pour la transition écologique. Elle a été introduite en partie en 2022. Notamment avec un objectif qui a été introduit de façon obligatoire, c'est l'objectif du coup d'atténuation du changement climatique.
Parce qu'en effet, l'idée de cette taxonomie, c'est de recenser en fait un système de classification des activités économiques de chaque entreprise et que celle-ci définit une contribution significative, donc positive pour l'environnement, avec 6 objectifs différents. Et l'idée derrière aussi de ne pas porter préjudice à ces autres objectifs pour l'environnement. Donc le premier objectif, comme j'expliquais, est l'atténuation du changement climatique. On a aussi l'adaptation au changement climatique, l'utilisation durable des ressources, la transition vers une économie circulaire, la prévention de la pollution et la protection de la biodiversité. Ensuite, pour parler du coup de la CSRD, donc Corporate Sustainability Reporting Directive, c'est un lien assez fort avec la taxonomie parce que c'est plus justement une demande d'exigence pour davantage de transparence et plus de visibilité par rapport à la performance des entreprises en matière de responsabilité sociétale. Donc aujourd'hui, il existe déjà des reporting, une directive de reporting extra-financier. Hein, on n'est pas à nu. La Commission européenne a déjà commencé il y a très longtemps à exiger auprès des entreprises de chercher justement à démontrer leur performance environnementale, sociale ou de gouvernance. Mais aujourd'hui, on va plus loin avec cette directive qui cherche à réellement donner un tronc commun pour chacune des entreprises européennes et exiger davantage d'obligations en matière, par exemple, sur le plan climatique, avec une demande d'avoir des plans de transition compatibles avec les trajectoires de l'accord de Paris, sous réserve que l'enjeu climatique est clé. Mais évidemment, quelle entreprise aujourd'hui peut dire qu'elle n'a pas un enjeu fort sur le changement climatique ? A priori, celle-ci devrait être transposée d'ici à fin 2024, mais je laisserai peut-être Christophe préciser. Et par ailleurs, je voulais noter une chose importante, c'est que les standards de reporting, donc qui vont permettre de définir pour chaque thématique, typiquement la thématique du changement climatique ou des droits humains ou autres, les définitions, les minimums, on va dire, de prérequis en termes d'exigence de reporting, celles-ci ont été publiées il y a quelques jours pour une consultation. Donc, elles sont disponibles pour avis jusqu'au 7 juillet. Donc, n'hésitez pas à consulter le site de la Commission européenne pour donner votre avis. Christophe, vous vouliez donner des précisions du coup sur la CSRD ? Oui, simplement quelques précisions sur la possible, la transposition de cette directive CSRD. Il y a un travail déjà qui a été effectué par la Direction générale du Trésor qui estime actuellement le nombre d'entreprises françaises concernées dans un premier temps à environ 7600, essentiellement des grandes entreprises et quelques grosses PME. Néanmoins, en application de l'article 5 de la directive, cette extension interviendra progressivement entre 2024 et 2028, donc selon la taille des entreprises, ça sera assez progressif. Cette directive doit être transposée, selon les textes européens, avant le 6 juillet 2024, mais la France avait anticipé les choses puisque la loi DADU a prévu une transposition par ordonnance de la directive CSRD, et cette ordonnance devrait normalement intervenir à la fin du second semestre 2023, pardon. Il n'est pas exclu, compte tenu un petit peu de ce qui se dit autour de cette transposition, que la France propose une transposition plus ambitieuse que la directive CSRD, comme c'est le cas de la transposition de la directive précédente FRD. Donc voilà, il faut s'attendre à une ordonnance d'ici la fin de l'année avec des ambitions importantes pour la transposition française. Merci beaucoup, Christophe. Donc, pour continuer, au-delà des pressions réglementaires, on sait qu'aujourd'hui, les entreprises font aussi face à différentes pressions de leurs parties prenantes, comme par exemple leurs clients ou leurs investisseurs, et notamment avec l'exigence de plus en plus de devoir se différencier entre leurs différents pairs, notamment sur la performance climatique. En témoigne par exemple les 13 000 entreprises qui publient chaque année aujourd'hui leurs données environnementales et climatiques sur la plateforme de notation CDP. Donc, d'autres notations intègrent justement ces indicateurs des performances climat existent aujourd'hui aussi sur ces thématiques ESG, donc environnementale, sociale, gouvernance, qui sont clés en fait pour la notation du coup d'une entreprise, avec par exemple le DJSI de Standard & Poor's, Vigeo Eiris, le FTSE4Good, ou encore aussi des standards de reporting qui, comme l'objectif de la CSRD, cherchent à, de façon volontaire, amener un tronc commun pour chaque entreprise en matière de reporting et durabilité. Donc, on en a plusieurs qui ont vu le jour ces dernières années, dont le plus connu sont les standards de la GRI, la Global Reporting Initiative,
ou encore plus récemment des standards de l'ISSB, donc l'International Systematic Standard Board, qui va vraiment chercher à la comparaison des IFRS sur le reporting financier, à amener du coup ce niveau d'exigence en matière de reporting et de transparence sur les éléments environnementaux et sociaux. Toutefois, il est à rappeler du coup que la comparabilité entre entreprises, notamment en termes de performance climatique, reste très complexe et encore incertaine aujourd'hui, notamment du fait de la différence des périmètres quand on parle de calcul d'inventaire gaz à effet de serre, mais aussi de la différence de faisabilité concernant les actions de réduction de gaz à effet de serre. Évidemment, quand on compare une industrie fortement émettrice parce que dépendant des énergies fossiles par rapport à un secteur tertiaire, on n'a pas du tout déjà les mêmes investissements nécessaires pour se décarboner ou même les faisabilités en termes d'action qui sont au même niveau. Donc, pour amener davantage de recommandations, mais aussi de cadres autour de la décarbonation pour les entreprises, une initiative a vu le jour en 2015. C'est l'initiative du Science Based Target, littéralement ce qu'on appelle objectifs basés sur la science, qui fournit un cadre méthodologique et des définitions d'objectifs climatiques en ligne avec les dernières connaissances scientifiques. Celles-ci sont alignées avec l'engagement de l'accord de Paris, donc de ne pas augmenter de plus 1,5 degré la température globale sur la Terre d'ici à 2100. Elle va permettre notamment aux entreprises de fixer des objectifs sérieux et vérifiables et de quantifier du coup ce fameux budget carbone pour chaque scénario de référence, pour chaque entreprise, afin de pouvoir se dire compatible avec l'accord de Paris au sein de son secteur. C'est une démarche volontaire pour une entreprise, bien qu'on sent qu'il y a de plus en plus de demandes, voire d'exigences de certains investisseurs et clients que l'entreprise se lance dans cette approche de réduction. La SBTi, donc Science Based Target Initiative, a par ailleurs été le premier à créer le standard Net Zero, donc un protocole permettant d'aider une entreprise ou une organisation à créer sa feuille de route d'ici à 2050 pour répondre à l'objectif Net Zero. Et celle-ci comprend différentes phases obligatoires, dont par exemple le fait de devoir intégrer des objectifs de réduction court terme, donc avant 2030, et long terme, avant 2050, ainsi qu'une compensation obligatoire des émissions résiduelles restantes après réduction. Quand on parle de compensation carbone, c'est un principe clé. C'est l'acteur comme j'expliquais, c'est vraiment le second levier d'action qu'on peut avoir après une réduction des émissions. Et celle-ci sert à inciter les entreprises à financer des projets bas carbone pour limiter les émissions des autres, mais aussi permettre l'accroissement de projets de puits de carbone qui, comme on l'a vu, sont vraiment nécessaires pour permettre d'essayer de limiter au maximum notre réchauffement climatique et permettre d'éliminer du carbone. Donc, j'ai rapidement présenté la compensation volontaire, mais pour rappel, c'est vraiment du coup un volet clé et le deuxième volet d'une stratégie globale net zéro, que ce soit pour une entreprise, pour une organisation, mais aussi pour un État. L'Union européenne, voire même la France, a prévu justement, comme vous l'avez vu dans la feuille de route, d'avoir ces fameuses absorptions au sein de sa stratégie. Donc, qu'est-ce qu'on entend exactement quand on parle de compensation ? Donc, le principe, plus précisément, est assez simple, c'est l'idée de pouvoir abattre des émissions incompressibles. Donc, en général, c'est des émissions soit de transition, soit celles qui sont résiduelles, donc qu'on n'arrive plus à faire réduire une fois qu'on a vraiment lancé nos actions de réduction globales et ambitieuses au sein de l'organisation. Celles-ci vont en général être compensées par ce qu'on appelle un crédit carbone. Un crédit carbone, c'est équivalent à une tonne de dioxyde de carbone. Et celle-ci sera effectuée par des projets soit qui ont permis de réduire ou d'éviter des émissions. Donc, c'est-à-dire que les émissions n'ont pas été émises grâce au développement, par exemple, de solutions alternatives comme un parc éolien qui a pu remplacer une usine à charbon. Ou alors, ce seraient des projets qui ont permis de séquestrer du dioxyde de carbone, du carbone, avec des solutions qu'on appelle d'élimination du carbone, donc comme par exemple des projets de reforestation ou des projets de biochar. Donc aujourd'hui, ce principe de compensation carbone est volontaire et n'est pas du tout régulé. Donc chaque entreprise peut faire tout ce qu'elle veut, même acheter du coup un crédit carbone à peut-être quelques centimes pour faire sa compensation. On a vu différentes pratiques voir le jour au sein du marché. Pourtant, il est vraiment nécessaire de pouvoir vraiment commencer à avoir confiance et accompagner les entreprises pour avoir une juste transition. Et donc, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus des normes et des cadrages autour de cette pratique,
avec par exemple le guide de la compensation carbone volontaire qui a été fait par l'ADEME, que je vous conseille, ou alors plus récemment la norme ISO autour du net zéro qui a été publiée lors de la COP27 en novembre dernier. Donc c'est la norme ISO IWA 42-2022 qui est disponible gratuitement, donc n'hésitez pas à la télécharger. Donc celle-ci regroupe différentes recommandations pour mettre en place une stratégie net zéro, avec notamment des bonnes pratiques concernant la stratégie au global pour une entreprise, c'est-à-dire tout d'abord évidemment mettre en place un objectif de réduction, tout d'abord long terme, mais aussi intermédiaire, donc c'est-à-dire court ou moyen terme. Ces entreprises doivent évidemment commencer d'abord à travailler sur leurs actions de réduction avant d'envisager de faire des trajectoires de compensation. Et enfin, quand on parle de compensation des émissions résiduelles incompressibles, donc celles qui restent après action de réduction, doivent être compensées par des puits de carbone, donc des crédits carbone de séquestration. On a vu juste avant qu'on avait du coup différents types de crédits carbone, les crédits carbone d'évitement ou de réduction et les crédits carbone de séquestration. Donc ici, on est vraiment sur une seule catégorie de crédits. Par ailleurs, concernant l'utilisation du crédit, donc une fois qu'on fait la fameuse allégation de compensation ou le fait qu'on va vers du net zéro, on a aussi plusieurs pratiques pour amener davantage de transparence et essayer vraiment de mettre un cadre aux entreprises afin d'éviter les allégations d'éco-blanchiment. Avec par exemple le besoin de renseigner beaucoup de transparence autour du type de crédit et sa provenance, mais aussi spécifier le scope des émissions qui sont couvertes. Donc, on va vraiment parler de la définition des scopes d'émissions de gaz à effet de serre dans quelques instants. Mais rapidement, c'est juste pour expliciter du coup quels sont le périmètre couvert du coup par l'abattement des émissions. Enfin, une bonne pratique est de chercher à avoir une période par rapport aux projets qui génèrent des crédits carbone comparables aux émissions qu'on veut compenser. Autrement dit, si on cherche à compenser les émissions qu'on a générées en 2023, on va chercher à acheter des crédits carbone qui sont sur un projet 2023. Et enfin, il faut toujours préciser aussi si on est sur une démarche volontaire. Donc, par exemple, si on commence dès aujourd'hui à financer une contribution, par exemple, à un puits de carbone ou à éviter des émissions chez les partenaires, ou si c'est la compensation obligatoire d'émissions résiduelles, comme on a pu voir du coup sur la phase du protocole net zéro de SBTi. À savoir aussi qu'une autre norme va voir le jour concernant la neutralité et le mécanisme de décarbonation. C'est la norme ISO 14068 qui devrait prochainement être publiée. Par ailleurs, ces différentes normes ne couvrent pas uniquement les pratiques des entreprises, mais aussi comment choisir correctement les porteurs de projets et comment avoir les bons crédits carbone. Car en effet, je ne l'ai pas précisé, mais on parle souvent justement de critères de haute qualité, car chaque crédit carbone n'a pas les mêmes qualités. On a notamment souvent, on explicite que des crédits n'ont pas les mêmes valeurs. Déjà, entre un crédit d'évitement et un crédit de séquestration, ce n'est pas les mêmes valeurs. Mais aussi, on a différents critères de qualité. Donc, par exemple, des minimums de qualité qu'on présente ici. Donc, en exemple, on aura l'additionnalité. Donc, le projet doit absolument être mis en œuvre avec ce besoin de financement issu de la vente des crédits carbone pour prouver cette additionnalité. La mesurabilité qui est clé, en effet, on cherche aujourd'hui à avoir de plus en plus de transparence, mais aussi s'assurer de la quantification exacte de la quantité réduite ou séquestrée des émissions. Enfin, la permanence pour s'assurer qu'on est sur un stockage long terme et durable des émissions de gaz à effet de serre. L'unicité, parce qu'un crédit doit être unique et surtout ne pas être double compté. Comme je l'expliquais, on est quand même à ce stade à un rapport 2 fois par rapport aux émissions actuelles et au potentiel de séquestration. Donc, si en plus on fait un double comptage, on n'arrivera jamais à notre net zéro. Donc, on doit vraiment chercher à avoir les standards les plus robustes pour assurer autant de garde-fous nécessaires pour qu'il n'y ait pas de double comptage, que ce soit sur l'émission ou la demande ou l'utilisation. Et enfin, la vérifiabilité. Il est toujours mieux d'avoir une assurance qualité et une vérification par un tiers indépendant pour amener davantage de transparence sur les crédits. D'autres standards et bonnes pratiques ont notamment vu le jour sur justement cette particularité de qualité de crédit carbone, avec par exemple les 10 principes fondamentaux du carbone qui ont été publiés par le Conseil d'intégrité du marché volontaire du carbone.
Ceux-ci, comme vous le voyez, reprennent en partie les différents prérequis qu'on a cités juste avant, dont notamment la vérification par des tiers, la transparence, la quantification, l'additionnalité, la permanence, le fait de ne pas avoir de double comptage. Mais on a aussi le fait d'avoir une certaine gouvernance efficace. Donc, chaque projet porté pour générer des crédits carbone a une gouvernance en son sein pour assurer une vraie responsabilité et une amélioration continue de la qualité des crédits. Le suivi pour vraiment prouver avec au moyen d'un registre public où sont enregistrés et comment sont suivis du coup chaque activité de génération de crédit carbone. Et enfin, les avantages et garanties pour le développement durable. Ceci traite plus sur le fait d'avoir réellement en fait un impact positif sur l'environnement, comme par exemple ce que cherche à faire la taxonomie verte, tout en évitant d'avoir des impacts négatifs. Et enfin, la contribution à la transition net zéro, donc c'est le fait de chercher à avoir une activité qui limitera au maximum aussi le niveau d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, par exemple, de chercher à privilégier des technologies qui vont vraiment chercher d'abord à réduire avant de faire la compensation. Donc là, aujourd'hui, on a vu notamment les différentes normes qui cherchent aujourd'hui à amener davantage de cadres autour de la pratique de la compensation carbone volontaire qui est utilisée dans le net zéro, ou tout d'abord des crédits qui permettent d'atteindre le net zéro. Mais il faut savoir que, par exemple, l'Union européenne a cherché aussi à aller au-delà des normes et à imposer un standard, notamment sur les certifications des absorptions de carbone, c'est-à-dire uniquement la partie des crédits carbone qui concerne la séquestration. Et celle-ci a été présentée pour la première fois le 30 novembre 2022 et sera votée a priori en 2023. Donc, son objectif est principalement d'amener justement un cadre par rapport aux certifications d'absorption de carbone avec le fait de devoir vraiment s'assurer d'une réelle vérification et d'une quantification sur le sol européen, notamment pour améliorer la transparence et la robustesse des estimations de ces puits de carbone. Donc, comme j'expliquais, aujourd'hui, les puits de carbone seront utiles pour les entreprises, mais aussi pour les États membres et donc pour l'Union par rapport à ce objectif de neutralité. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles elle a travaillé sur ce règlement, notamment pour éviter ces effets de greenwashing aussi liés aux annonces de certains acteurs publics ou privés par rapport aux compensations de leurs émissions. D'autre part, comme j'expliquais, cet objectif est aussi de pouvoir faciliter le déploiement des solutions d'élimination du carbone et donc vraiment de chercher à développer ce potentiel de puits de carbone qu'on explicitait à peu près 20 gigatonnes maximum par an. Aujourd'hui, on est maximum à 2. Donc, on doit vraiment commencer à travailler sur le développement de ces puits de carbone. On remarque aussi du coup en novembre qu'il a été présenté dans le cadre différents critères de qualité au sein du règlement et on retrouve du coup les mêmes au final critères que ceux présentés dans les bonnes pratiques avec par exemple la quantification, donc la mesurabilité, l'additionnalité, le stockage long terme pour vraiment avoir du coup des stockages en termes de séquestration supérieurs à 50 ans minimum. Et enfin, le principe de durabilité, donc vraiment d'avoir des projets qui ont une conséquence et des impacts significatifs pour l'environnement, pour les objectifs environnementaux, sans apporter de dégâts considérables par rapport aux objectifs environnementaux. Par ailleurs, on peut noter enfin qu'un groupe d'experts, c'est un groupe de travail qui a été constitué suite à la présentation en novembre dernier de cette proposition de règlement. Et ceux-ci vont travailler à pouvoir établir justement des décrets, les actes délégués, qui vont permettre de fixer des cadres méthodologiques pour chaque type de solution. Christophe, il me semblait que vous vouliez ajouter aussi des compléments. Oui, juste une précision, parce qu'effectivement, lors de la COP26, un organe de supervision avait été mis en place et était chargé de formuler des recommandations concernant les absorptions de carbone. Et l'idée, c'était d'avoir une adoption de ces recommandations lors de la conférence des Nations Unies sur le climat qui s'est déroulée en Égypte cette année. Néanmoins, il n'y a pas eu d'adoption parce qu'il n'y a pas eu d'accord suite à la série de lacunes qui avaient été soulignées par différentes parties qui étaient présentes. Donc, en fait, ce cadre de recommandations devrait être adopté lors de la COP28 qui se tiendra fin novembre de cette année à Abu Dhabi. Et il faut savoir qu'en fait, l'idée, c'est que ce report, finalement, place l'Union européenne dans une position de force et un peu de leader en la matière, parce que
comme celle-ci a déjà intégré ses propositions dans le règlement d'absorption carbone présenté en fin novembre 2002, et que ça a été une des priorités de la présidence suédoise d'ouvrir des négociations au Conseil sur la proposition de règlement d'absorption carbone. Ça sera aussi une des priorités de la présidence espagnole qui va débuter au 1er juillet. Donc, avec une adoption par le Parlement européen en octobre 2023, donc un timing parfait pour que l'Union européenne puisse jouer un rôle important lors des négociations de la COP28 sur les absorptions carbone fin novembre. Merci beaucoup, Christophe. Donc, on a vraiment parlé du coup là de différentes exigences pour des entreprises, que ce soit au niveau de la réduction des émissions ou, comme on le voit aujourd'hui, de la compensation carbone. Donc, on voit vraiment qu'on assiste à beaucoup de challenges et d'enjeux, mais peu de solutions. Donc, la solution Carbon Loop a, elle, été pensée et créée justement pour aider les industriels à pouvoir répondre à ces enjeux et permettre d'accélérer leur décarbonation. Donc, l'idée de la solution Carbon Loop, c'est vraiment d'être sur une offre intégrée avec une gestion sur toute la chaîne de valeur, en commençant par l'approvisionnement en matières premières, en cherchant vraiment à avoir du coup une biomasse qui sera durable et locale, mais aussi en proposant d'installer et d'opérer directement chez l'industriel une unité de production d'énergie renouvelable, donc issue de la biomasse, qui permettra de répondre à ses besoins en énergie en autoconsommation. Le procédé de production d'énergie, qui est la pyrolyse, va d'ailleurs générer un coproduit, qui est le biochar, qui piège une partie du carbone des résidus de biomasse et le stocke sous forme solide dans son produit. Et donc, c'est une solution qu'on appelle d'élimination du carbone. Donc, cette fameuse solution qui permet de séquestrer du carbone plutôt que d'en émettre. Donc, Carbon Loop aura aussi à sa charge de pouvoir valoriser le biochar. En général, on va chercher principalement à pouvoir le valoriser en agriculture, donc le mettre en tant qu'amendement, car le biochar a plusieurs propriétés agronomes intéressantes, que ce soit par exemple sur sa capacité de rétention de nutriments ou de rétention d'eau. Via son application en sol, ça lui procurera une grande stabilité et donc permettra vraiment d'assurer le stockage long terme nécessaire par rapport au stockage du carbone. Et donc, Carbon Loop pourra générer des crédits carbone en attestant du coup ce potentiel de séquestration qui seront utilisables du coup aussi par l'industriel dans sa stratégie net zéro, soit pour abattre ses émissions résiduelles, soit pour faire cette fameuse démarche volontaire de financement de puits de carbone. Donc, rapidement, nous parlions des différents scopes d'émissions auparavant. Donc, je vais vous expliciter ici un peu qu'est-ce qu'on parle quand on parle de scope. On est sur vraiment différents périmètres d'émissions de gaz à effet de serre. Il en existe 3 qui sont découpés du coup. On a le scope 1 qui concerne les émissions directes associées à l'énergie et aux activités industrielles. Le scope 2 qui est plutôt associé aux énergies secondaires, donc c'est aux émissions indirectes par rapport à l'électricité, la chaleur ou le froid. Et le scope 3 qui regroupe tous les autres types d'émissions en amont et en aval de la chaîne de valeur. Celui-ci sera souvent limité en termes d'influence et d'action, car elle représente souvent le scope 1 et 2 d'autres acteurs en dehors du périmètre d'influence directe de l'entreprise, comme par exemple ses fournisseurs ou ses clients. Concernant le levier de solution de Carbon Loop, on va du coup pouvoir agir sur les 3 scopes, en particulier sur le scope 1 et notamment les catégories des sources fixes de combustion, avec par exemple une substitution en énergie du gaz naturel typiquement. On aura aussi la possibilité avec l'unité de production de pouvoir mettre un moteur de cogénération et donc produire de l'électricité ou de la chaleur, et donc aussi de pouvoir réduire les émissions associées au scope 2, même si celles-ci ont un potentiel de réduction un peu plus faible que par rapport au scope 1, notamment parce qu'en France, on est quand même sur un mix électrique assez décarboné, avec du coup le parc nucléaire qui est quand même bas carbone vis-à-vis d'énergie fossile. Enfin, étant en autoconsommation, la solution va aussi permettre de réduire le scope 3 qui est associé à l'énergie, correspondant en général à la partie de production d'énergie, mais aussi à son transport. Donc ici, si on revient à l'exemple qu'on substitue du gaz naturel, l'industriel va donc pouvoir réduire ses émissions scope 1 avec Carbon Loop, mais aussi scope 3 qui sont associés à l'acheminement du gaz. Et enfin, quand on parle du second levier d'action de Carbon Loop, qui est donc la compensation par la génération de crédits carbone associés au biochar, on est vraiment du coup sur cette thématique de pouvoir avoir ces 2 leviers d'action clés par rapport à la trajectoire net zéro. Toutefois, je rappellerai rapidement que la compensation carbone reste volontaire, mais ne rentre pas dans le bilan carbone de l'entreprise,
qui est, je vous le rappelle, obligatoire depuis 2010 en France, qui a établi du coup ce fameux inventaire des émissions de gaz à effet de serre pour toute entreprise de plus de 500 salariés, et maintenant, depuis début d'année, exige aussi des plans de transition. Donc, ces actions volontaires des organisations peuvent toujours être valorisées. On parle du coup de le faire hors bilan, c'est-à-dire soit, par exemple, en communication, soit dans le rapport de durabilité d'entreprise. Donc, je vous remercie. On a fait le tour. L'idée maintenant, si vous ne l'avez pas déjà fait, est de pouvoir télécharger l'édition de la Loupe qui est consacrée à ces sujets et qui traite du coup vraiment en détail des différentes évolutions réglementaires. Et enfin, pour toute entreprise ou curieux qui souhaite voir si la solution Carbon Loop peut correspondre à vos besoins, n'hésitez pas à nous contacter. On propose des simulations gratuites qui permettent vraiment de pouvoir évaluer le potentiel de décarbonation et donc aussi de séquestration avec le biochar selon les cas d'études. Merci beaucoup. On va peut-être passer maintenant aux questions. Merci beaucoup Sylvaine et Christophe. Alors, il y a pas mal de questions. On a reçu pas mal de questions. Il nous reste quelques minutes. Alors, pour faire le lien avec ce dont on vient parler pour Carbon Loop, on va répondre à cette question. Quel organisme de certification prévoyez-vous pour le biochar ? Alors, le biochar, en général, on a un organisme reconnu en Europe, qui est les normes EBC, donc European Biochar Certification, qu'on va utiliser, qui vont permettre, selon la typologie aussi d'application, que ce soit en agriculture ou sur d'autres applications, vraiment d'assurer un degré de qualité minimum pour notre biochar. Très bien, merci Sylvaine. Je vous dis juste une petite précision. Si vous souhaitez plus d'informations, parce que là, on a juste quelques minutes, vous pouvez aussi nous envoyer un mail à contact@carbonloop.fr et ça nous permettra d'échanger plus en détail sur toutes ces questions. Voilà. Pourriez-vous quantifier les puits de carbone dans le temps pour répondre aux objectifs? Quelle valeur de la tonne de CO2 captée? Alors, j'imagine quand on parle de valeur, c'est par rapport à sa valeur monétaire. Mais du coup, celle-ci n'est pas régulée et ni normalisée à ce stade. Donc, du coup, chaque porteur de projet qui génère des crédits carbone pourra choisir sa propre valeur du coup de crédit et donc de tonnes séquestrées. Et enfin, la quantification, en effet, ça fait partie vraiment comme j'expliquais, des prérequis. Il est nécessaire d'implémenter une traçabilité et de pouvoir prouver qu'on quantifie dans le temps et qu'on arrive à avoir justement ce pilotage du puits de carbone au niveau long terme, voire moyen terme. Merci Sylvaine. Une question sur la biomasse. Comment garantir la durabilité de la biomasse utilisée, toujours pour le modèle Carbon Loop? Alors, pour garantir la durabilité, la première bonne pratique est de chercher à uniquement être sur des biomasses qui auront été labellisées, par exemple sur des pratiques typiquement de gestion durable des forêts, comme les labels SFC ou PEFC. On a aussi aujourd'hui la directive d'énergie renouvelable, la RED, qui a été transposée en droit français et devrait rentrer en application en juillet, qui devrait permettre d'amener des critères de durabilité obligatoires pour chaque type de biomasse utilisée, notamment que ce soit par un résidu agricole ou un résidu forestier. Il devrait vraiment permettre d'amener davantage du coup de solutions et de garde-fous. Et au sein de Carbon Loop, on a aussi développé un cahier des charges prévu pour chacun de nos partenaires pour notre approvisionnement biomasse, notamment pour nous assurer qu'on est toujours du coup sur de la biomasse qui aura un stock de carbone durable, qu'on ne va pas permettre du coup de diminuer le stock de carbone dans le temps par rapport à notre collecte. Merci Sylvaine. Et puis enfin, toujours sur le sujet du biochar et de la technologie Carbon Loop, on a parlé de puits de carbone. On a une question sur quelles sont les technologies retenues pour les puits de carbone. Alors, j'ai du mal à comprendre quelles sont les technologies retenues, mais alors je peux vous expliciter qu'il y a plusieurs technologies qui existent aujourd'hui par rapport aux puits de carbone. Vous pouvez notamment voir un inventaire et un tableau qui a été référencé par le dernier rapport du GIEC qui présente ces différentes technologies, que ce soit le biochar ou des technologies plus, on va dire, moins matures, mais beaucoup plus artificielles,
comme la capture directe du carbone et son stockage, ou la bioénergie avec justement derrière le stockage du carbone et sa capture. On a aussi d'autres, des technologies plus naturelles, pas des technologies, mais du coup des solutions comme la reforestation. Ça reste notre premier puits de carbone aujourd'hui qui existe dans le monde. Donc voilà, vraiment différentes solutions qui existent. On n'est pas uniquement sur soit le biochar, soit la capture directe. On a vraiment une complémentarité de solutions qu'il faut qu'on essaie de développer sur chacun des points. Merci Sylvaine. Maintenant, quelques questions. On va revenir sur la partie réglementaire. Une question concernant la stratégie nationale bas carbone. Est-ce qu'elle prend en compte les importations des émissions de gaz à effet de serre? Normalement, oui. On intègre d'ailleurs dans les inventaires qui sont effectués justement par la CITEPA toutes les différentes importations de gaz à effet de serre qui peuvent avoir au niveau du sol français. On n'est pas uniquement sur les émissions du territoire. Très bien. Alors ici, il y avait une question concernant des précisions sur la partie crédit d'impôt et subventions liées à la stratégie industrie verte. Christophe, peut-être que vous pourriez répondre. Oui, tout à fait. Quelques précisions. Donc, je te parlais du crédit d'impôt qui sera prévu en faveur des entreprises qui investissent dans les industries vertes. Il sera, évidemment, comme c'est un dispositif fiscal, il sera examiné lors du projet de loi de finances 2024. Alors, les premières ébauches et premières indications qu'on a pu avoir, c'est que pour bénéficier du crédit d'impôt, les entreprises devront réaliser des investissements nécessaires à la production de technologies qui seront identifiées dans la proposition de règlement zéro net. L'assiette du crédit d'impôt sera égale au coût des investissements dans les secteurs stratégiques liés à la réindustrialisation verte et son taux pourra aller de 20 à 45%, sachant que cet encadrement des taux est prévu au niveau européen. Donc ça donne une fourchette assez large pour les États membres pour faire bénéficier aux entreprises de ces crédits d'impôt. Au-delà du crédit d'impôt industrie verte, d'autres subventions pourront porter sur les capex productifs et les dépenses de recherche, développement et innovation. Elles reposeront sur des régimes d'aide qui sont existants, par exemple les aides à finalité régionale, régime PME, mais aussi des appels à projets qui sont déjà en cours, comme l'appel à projet aide à l'investissement de l'offre industrielle des énergies renouvelables, ou d'autres appels à projets qui seront lancés. Les modalités complémentaires de soutien au secteur de l'hydrogène seront, arrêtées à l'issue des consultations menées dans le cadre de la révision de la stratégie nationale hydrogène d'ici la fin 2023. Enfin, évidemment, il y a toujours BPI qui propose déjà une série de mesures de subventions pour accélérer la décarbonation. Ces moyens seront évidemment renforcés dans les mois et années qui viennent. Merci Christophe pour ces précisions. Une question également sur la réforme du marché des quotas ETS. En quelle année le maritime sera-t-il intégré? C'est en 2023. Voilà, merci Sylvaine, c'était rapide. Une question sur la taxonomie verte. En plus de la taxonomie verte, avez-vous des exemples d'entreprises pour lesquelles une stratégie de prix interne du carbone a eu un impact significatif sur la réduction des émissions? C'est une très bonne question. C'est vrai que je n'ai pas parlé notamment de ce prix interne du carbone, qui est vraiment un plan d'action utile pour une entreprise pour chercher vraiment à pouvoir se décarboner et chercher à avoir du coup des achats de plus en plus vertueux. Aujourd'hui, j'ai pas forcément d'exemple spécifique, mais je pense que si vous envoyez votre question de nouveau sur contact@carbonloop, on pourra du coup vous répondre. On aura le temps du coup de chercher des exemples spécifiques. Merci Sylvaine. Ensuite, une question concernant la réserve de stabilité de marché du marché ETS et de la durée de vie des quotas ETS pour pouvoir être échangés. Sera-t-il toujours possible de les stocker d'une année sur l'autre? Oui, je pense que j'aurais besoin de vérifier par rapport à la réforme qu'est-ce qui a changé vis-à-vis de la réserve de stabilité du marché.
Il me semble qu'il y a en effet un changement par rapport à la durée de vie, mais je pense que je reviendrai vers vous là-dessus. Voilà, donc on a bien noté que c'était Alban qui avait posé cette question, donc on vous écrira un email à ce sujet. On a encore 2-3 questions. Concernant la CSRD, sait-on déjà quelles seront les pénalités applicables aux entreprises en cas de non-conformité avec les exigences de transparence et de réduction de la CSRD? Alors, effectivement, à ce stade, il a noté qu'effectivement la CSRD est vue dans le cadre d'une directive européenne. Donc, évidemment, les États membres ont une certaine marge de manœuvre pour définir des modalités, notamment sur les sanctions prévues pour les entreprises qui ne vont pas se conformer à cette directive. Néanmoins, on sait déjà par rapport à ce qui existe sur des textes un petit peu similaires que les sanctions peuvent inclure des pénalités financières, éventuellement des sanctions administratives et des poursuites judiciaires. Les pénalités financières varient sur ce type de sanctions à quelques milliers d'euros à plusieurs millions d'euros en fonction de la gravité par rapport à la non-conformité. Néanmoins, c'est évidemment dans l'ordonnance qui est prévue de transposition de la directive que seront prévues les modalités françaises. Merci Christophe. Enfin, une question sur le marché des quotas ETS et le marché des crédits carbone. Puisqu'en effet, un quota, c'est 1 tonne de CO2 émise et un crédit carbone, c'est 1 tonne de CO2 séquestrée ou évitée. Est-ce que Sylvaine, tu peux répondre à cette question? Oui, bien sûr. Donc, il faut savoir que historiquement, on avait en effet une possibilité d'avoir un échange entre les quotas et les crédits carbone. Donc ça, c'était avant 2020. Mais depuis la dernière phase justement du système d'échange et donc de ces fameux quotas, la Commission européenne a décidé de ne pas permettre d'avoir un échange entre un achat de crédit carbone et un achat de quotas. Toutefois, on peut peut-être regarder à l'avenir et avoir quand même une possibilité d'avoir cette fusion, notamment quand on voit cette réglementation qui arrive sur le sujet des certifications d'absorption carbone. Néanmoins, aujourd'hui, la position de la Commission européenne reste de ne pas faire de lien entre le marché des quotas, qui est vraiment dédié à la réduction des sites industriels, et les crédits carbone, qui sont plutôt sur la partie de compensation, qui sera volontaire pour toute entreprise, voire organisation ou État membre. Merci Sylvaine. Et justement, on avait aussi une question sur les échéances et les niveaux de réduction attendus pour les quotas ETS. Donc, la réponse, c'est donc la suppression des quotas devrait commencer à partir de 2027 et sera définitive en 2034. C'est ça. Et enfin, une dernière question concernant les unités carbone en opération. Est-ce que ça peut être visité? Alors, je vais répondre à cette question. Pour l'instant, on n'a pas encore de site déployé Carbon Loop. Le premier site va être mis en opération prochainement. Mais simplement, nous, on travaille avec des équipementiers qui, en fait, maîtrisent parfaitement la technologie de la pyrogasification. On travaille avec plusieurs équipementiers européens. Et donc, si vous êtes intéressé pour visiter une unité de pyrogasification qui serait en fait celle qu'on utiliserait pour un site industriel Carbon Loop en France, c'est tout à fait possible. Et je vous invite donc à nous écrire à l'adresse contact@carbonloop.fr suite à ce webinaire et on vous mettra en relation avec l'équipe commerciale qui pourra programmer ça pour vous. On arrive à la fin de ce webinaire. Un grand merci pour votre participation et cet échange virtuel grâce à toutes vos questions. Le replay de notre événement sera disponible dès ce soir sur notre chaîne YouTube Carbon Loop. Et donc, vous pouvez retrouver l'intégralité de cet échange. Et puis, encore une fois, si vous avez des questions spécifiques et que vous avez envie de me les poser dans les prochains jours, n'hésitez pas à nous écrire à contact@carbonloop.fr. Et vous pouvez aussi prendre rendez-vous directement sur notre site internet carbonloop.energy.
Et puis enfin, n'hésitez pas à suivre notre page LinkedIn Carbon Loop, parce qu'on publie régulièrement des contenus sur des sujets tels que les réglementations du marché carbone, qui sont liés au modèle de Carbon Loop. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre page et ça vous permettra de voir nos publications sur ces sujets. Un grand merci à tous. Merci Sylvaine et merci Christophe. Merci à vous. Et on vous souhaite une très bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.